France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Maître Nawal Elfar, avec Audrey Pronosti, avec Akli Melouli, avec Nabil Sama sur France Maghreb 2. Retour sur ce qui s'est passé hier, évidemment, dans cette école, bien entendu, du côté de Saint-Jean-de-Luz, avec cette prof d'espagnol qui a donc été poignardée. Confinés par les forces de l'ordre dans leur établissement, les lycéens de Saint-Thomas d'Aquin retrouvent enfin leurs proches. Certains sont en larmes, tous, parents et enfants, sont traumatisés. Tu l'as vu agir? Oui. D'accord. Et là, tu as su que c'était très grave au moment où ça s'est passé? Ou t'as pas réalisé? J'ai pas réalisé en fait. L'élève se lève et plante un grand couteau à la prof d'espagnol sur sa poitrine. Évidemment, je ne viendrai pas sur le terrain de l'enquête judiciaire qui vient de s'ouvrir. Simplement vous dire tout le soutien que nous portons à la communauté éducative dans son ensemble. Selon des témoignages, le suspect, âgé de 16 ans, aurait dit avoir entendu des voix et se sentir possédé. En tout, environ 90 élèves sont pris en charge depuis ce matin par une cellule psychologique. De cette fabrique du crétin, on arrive maintenant à la fabrique de l'assassin, dans le fond. Et cela pose, alors, bien sûr, le problème de l'éducation, cela pose le problème également de la vigilance de la famille elle-même. Et je le mets en perspective avec la personnalité si fade aujourd'hui du ministre de l'Éducation, M. Papendiaï. Alors, évidemment, ce drame qui est intervenu nous fait étrangement penser à ce qui s'est passé, bien entendu, concernant l'affaire Samuel El Paty. Audrey Pronosti, est-ce qu'enseignant aujourd'hui est devenu un métier à risque, clairement? Je pense que ça date pas d'hier. Et je vais même aller encore plus loin qu'avant même le décès de Samuel Paty il y a plus de 2 ans. Il s'avère que quand je dis que c'est un métier risqué, je ne pense pas obligatoirement forcément à la mort. Je parle des conditions de travail. Et je ne vais pas régler mes comptes, moi, parce que voilà, comme vous le savez, j'enseigne à côté, mais c'est un climat, en fait, qui est général. Et après, déterminer le fait que ce drame est arrivé parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes, je pense que ce serait un raccourci assez rapide. Donc c'est pour ça que je précise qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Maintenant, c'est une réalité. Donc si je réponds à ta question, Christophe, oui, je pense que c'est un métier risqué, mais ça date déjà d'il y a très longtemps. Et malheureusement, ce qui est arrivé à cette professeure, ça aurait pu arriver à l'extérieur. Voilà. Et maintenant, il faut attendre un petit peu d'avoir plus d'informations concernant ce drame, à savoir si vraiment l'enfant en question était malade. Il était forcément... Ça, c'est un fait. Pour faire ce genre d'acte, il faut avoir un déséquilibre, quoi qu'il en soit. Après, voilà, il a justifié et légitimé son acte, alors qu'il n'y a aucune façon de légitimer ce genre d'acte. Le procureur s'est exprimé cet après-midi, effectivement. Exactement. Il dit que le jeune homme de 16 ans dit avoir entendu une petite voix. Maître Nawal Elfar, est-ce qu'aujourd'hui, d'abord réaction par rapport à ce terrible drame survenu hier à Saint-Jean-de-Luz dans ce lycée, devant les élèves, je veux dire, l'élève poignarde sa professeure d'espagnol à la poitrine devant tous les élèves qui ont été évidemment choqués. Alors c'est un triste événement et je crois qu'effectivement en fait tout le monde en fait saute dessus pour dire voilà les profs etc. Mais en réalité ça c'est un incident qui aurait pu arriver n'importe où à l'intérieur de l'école comme à l'extérieur. Je me permets juste de te couper juste sur une chose, c'est que quand même, et c'est en t'écoutant et moi-même j'ai oublié de le préciser, quand même il est rentré dans l'enceinte d'un établissement avec une arme blanche. Et ça pose un vrai problème. Mais sur le principe même de la dégradation de la condition en fait des profs de notre pays, je crois que ça date pas d'hier malheureusement. Voilà. Ils sont un peu laissés pour compte par les autorités. Non seulement leurs salaires ne sont pas valorisés, mais leurs conditions de travail ne sont pas valorisées. Et donc la majeure partie du temps, ils doivent composer avec des élèves dans des classes nombreuses, etc. Et je crois que de manière générale, en dehors de ce fait même,
en fait, leur condition n'est pas optimale. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé exactement, effectivement, comme Audrey le souligne, on a quand même un élève qui est entré avec un couteau de 10 cm en classe. Donc, ça soulève aussi la question de la sécurité. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité, en fait, à l'entrée de nos écoles. On ne fouille pas les élèves. On n'est pas dans cette logique-là parce que, encore heureux, dans notre pays, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, etc., où il s'est passé... Voilà. C'est des choses assez courantes. On entend tous les jours des faits divers d'étudiants qui vont... Il y a des armes, il y a des détecteurs de métaux. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas mettre ça en place? Alors après, ça va soulever un débat, bien évidemment. Nos écoles, c'est des lieux où les enfants sont censés être en sécurité. Moi, j'ai peur au contraire que ça fasse effet et que ça redescende comme un en fait, là où on a peur, c'est qu'il y ait une montée du sécuritarisme, en fait, qui serait peut-être pas justifiée par rapport à un cas isolé, effectivement, qui est bien sûr grave par rapport à ce qui s'est passé. Alors maintenant, par rapport aux faits en eux-mêmes, donc je crois que, sauf erreur de ma part, on ne connaît pas exactement les circonstances qui ont amené à ce que c'est pour ça que cet élève se lève avec un couteau dans son sac et aille planter comme ça sa professeure d'espagnol. Ce que l'on sait, c'est qu'il a visiblement, il aurait entendu une petite voix intérieure. Alors ça, c'est ce qu'il a effectivement dit pour justifier son acte. Donc de ce que j'ai compris, c'est qu'une fois qu'il a planté la professeure, il est sorti visiblement et il a été dans une autre classe se réfugier. Donc il était visiblement dans un état de névrose, voire paranoïa. Il était dans tous les cas pas dans un état normal. Alors à quoi c'est dû? Donc ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. Il y aura sans doute une expertise donc médicale qui va être ordonnée afin qu'on sache si déjà il était en capacité d'assumer ses actes ou pas, s'il était en responsabilité. C'est la question qui va se poser dans tout état de cause. S'il commence par dire « j'ai entendu des petites voix dans ma tête », on présume de toute façon que ça tombe pas du ciel de toute façon. Que ça lui est pas tombé du ciel, et je crois que c'est quelque chose qu'il a dit visiblement spontanément suite à son acte. Donc je suppose que soit il est super intelligent et donc il manipule l'information, ce qui peut aussi arriver, soit effectivement il a des troubles mentaux, et dans ce cas-là il faudra déterminer est-ce qu'il était en capacité ou pas, est-ce qu'il était responsable ou pas, est-ce qu'il n'était pas sous l'influence de substances ça, de stupéfiants ou autres qui le mettent dans un état. C'est vrai que ça pourrait donner une explication. Akli, qu'est-ce que ça t'évoque comme réaction, évidemment, ce qui s'est passé hier à Saint-Jean-de-Luz? Alors moi, par nature, j'évite de phraser autour d'éléments que je ne connais pas et dont je n'ai pas été les aboutissants. Et puis j'évite la politique, la justice, c'est pas de l'émotion, parce que sous le coup de l'émotion, et on fait pas de la politique ou on fait pas des politiques publiques avec de l'émotion. Mais ça nous interpelle sur quoi? C'est qu'aujourd'hui on commence à dire on va surveiller, on va faire ça. Attendez, qu'on se calme et qu'on regarde les choses clairement. Enfin, pour moi, comme elles sont. Aujourd'hui, on a un vrai problème, effectivement, de moyens dans le cadre de l'éducation nationale. Après, je reviendrai sur est-ce que c'est un métier à risque ou pas. On a un problème de moyens. Aujourd'hui, on avait avant, effectivement, même si c'était pas la panacée, mais on avait des infirmières, on avait un service pédopsychiatrique pour le suivi psychologique, pour suivre les pathologies, on traitait, on accueillait des enfants qui étaient en situation de handicap pour qu'ils soient effectivement intégrés. On essayait d'intégrer. Aujourd'hui, on n'a plus les conditions de le faire. Exactement. On n'a plus les conditions de susciter. Peut-être que cet enfant était en danger, peut-être en difficulté, et qu'on aurait pu le voir, parce qu'en plus, ça ne se passe pas dans un établissement, je tiens à le dire, de zone d'éducation prioritaire, comme on essaye de le faire à chaque fois. Ça se passe dans un établissement privé, dans une ville tranquille, et donc ça veut dire que partout, les gens, le déséquilibre peut être partout, et c'est ça la réalité de notre société. Et aujourd'hui, si on ne parle pas des moyens qui doivent être donnés pour le travail, c'est compliqué. Ensuite, est-ce que le métier d'enseignant est un métier à risque? Est-ce que vous connaissez un métier qui n'est pas à risque? Et la question, c'est quoi le risque? Jusqu'où on va? Aujourd'hui, le vrai problème que eux ont, est-ce qu'effectivement les enseignants sont bien formés aussi? Parce que la question, vous avez des enseignants, on va pas leur trouver que des qualités qui provoquent les élèves, etc. Donc qui se crée aussi la tension, mais parce qu'il manque de formation, peut-être manque de pédagogie. Donc il y a un système qu'il faut revoir, et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un fait divers, on revient dessus, et dans 15 jours, on n'en parlera plus, on passera à autre chose. Donc à un moment donné, soit on est capable de prendre à bras-le-corps les difficultés, mais aujourd'hui, force est de constater quand même que sur un certain nombre de sujets, les gens ne sont pas entendus, et quand j'entends votre dernier le dernier extrait que vous avez passé du gars qui remet en cause le ministre de l'Éducation nationale. Je sais qui c'est, je fais pas de pub, mais on sent quand même le racisme, ce truc. Et donc, ces gens-là qui défendent les valeurs de la République, je tiens à rappeler quand même qu'il y a une valeur de la République que les gens oublient, qui est la fraternité, qui est la bienveillance des uns à l'égard des autres. Donc moi, je vais vous dire aussi, d'abord, je veux, et ça, il l'a oublié peut-être, mais c'est parce qu'ils ont une République qui doit être avec des valeurs, je sais pas d'où ils les sortent. Mais, et voilà, et je finis. Moi, je vous dirais aussi,
mes condoléances à cette famille endeuillée Oui, de la prof d'espagnol. Toutes mes sincères condoléances. Mais aussi une pensée à la famille de ce garçon et à ce garçon. Parce que c'est un drame aussi pour sa famille. Il faut, quand on fait de la politique, au côté de la public, il faut prendre en compte l'ensemble du drame. Cette situation qui met effectivement un gamin aujourd'hui, ce truc aurait peut-être été évité, ça on ne sait pas. Mais en tous les cas, les moyens auraient pu l'enlever. Et d'ailleurs, je crois que Victor Hugo disait, ouvrez des écoles, on fermera des prisons. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ferme beaucoup d'écoles. On ouvre beaucoup de prisons. Et on revient dans un instant pour écouter Nabil, qui a également des choses à dire là-dessus. Et vous, au 01 40. On parle de cette enseignante prof d'espagnol qui a été poignardée par un élève hier dans un lycée du côté de Saint-Jean-de-Luz. Elle est décédée très peu de temps après, bien sûr. Et le gamin en question donc, avait 16 ans. On l'a rappelé, on a écouté Maître Nawal Elfar, on a écouté Audrey, on a écouté Akli et Nabil, évidemment, sur cet événement. Et c'est vrai que cet événement ou ce drame qui est intervenu hier pose la question aussi que les élèves arrivent à rentrer dans un établissement scolaire avec un couteau de 10 cm. C'est quand même pas un petit couteau, hein, je veux dire, qu'il avait en sa possession. Est-ce qu'il faut renforcer la sécurité? Est-ce qu'il faut mettre, comme ça se fait aux États-Unis, des détecteurs de métaux? Est-ce qu'il faut... Ou alors, voilà, c'est malheureusement un drame qui pourrait arriver, un drame parmi tant d'autres. J'aimerais rebondir sur la dernière citation de Victor Hugo, effectivement. Christophe, toi tu le sais, moi je suis un ancien agent pénitentiaire, donc j'étais agent au ministère de la Justice, et j'étais spécialisé dans les QPR, les quartiers pour radicaliser. En fait, on parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas beaucoup de la radicalisation, en fait. Parce que pour moi, ça, c'est de la radicalisation. Et c'est de la démocratisation, surtout aussi de l'aspect, comment dire, je dirais, de la violence. Il y a une démocratisation de la violence. Aujourd'hui, c'est cool. Et pour parler de ça touche vraiment beaucoup les plus jeunes. Est-ce que c'est de leur faute ? Ça, je pense pas. Je pense pas que ça soit à cause des jeunes, parce qu'on est toujours en train de criminer les jeunes. C'est la société qui est comme ça et c'est ça qui est problématique. Alors, effectivement, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'inaction, il y a beaucoup de lâcheté, il y a beaucoup de laisser-aller. En fait, il y a beaucoup de remise en question sociétale sur la place de ce qu'est l'éducation. Parce que l'éducation, est-ce qu'elle est seulement parentale? Est-ce que c'est l'État qui doit éduquer? Alors, pour faire court, Christophe, l'aspect de sécuriser, je dirais, des établissements scolaires, moi, je suis contre parce que, vous savez quoi, juste avec un simple stylo, vous pouvez crever un œil et blesser. Non, mais vrai, alors dans ces cas-là, on interdit les compas. Non mais on interdit les compas, on interdit les ceintures, on interdit énormément de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'est parce que moi, j'ai travaillé avec des radicalisés. Vous savez, un simple stylo, ça se transforme en arme. Donc, je suis pas vraiment pour ça. Je pense qu'il faut reprendre les choses dès le départ. Mais qui aura le courage de remettre vraiment en question et faire une refonte de ce qu'est la pédagogie, de ce qu'est l'éducation en France. Justement, avant. Moi, je vais vous le dire. Justement, je vais terminer là-dessus. Ouais. Et moi, je le vis. On parlait de l'éducation nationale. C'est une administration. C'est la plus grosse administration française. C'est une des plus vieilles institutions avec celle de la justice. Je vous donne un exemple. L'administration pénitentiaire est une administration hyper autoritaire et très compliquée. Alors que, écoutez, 50% de notre travail, c'est la réinsertion, pour répondre à ce que disait monsieur, c'est la réinsertion. C'est pas seulement un travail de surveillance ou de sécurisation. Vous voyez, mais je vous donne, il y a comment? Tu peux dire à clé, c'est oui, non, mais il n'y a pas de problème à clé. Et moi, j'ai été heurté à ces questions fondamentales de société. C'est est-ce que on est là pour anticiper ou on est juste là pour appréhender? Vous voyez ce que je veux dire? C'est où est-ce qu'elle est la prévention? C'est ça, c'est ça. Est-ce que l'école c'est préventif? Ou est-ce que c'est juste on forme des gens à des futures filières? Avant, on avait des cours d'éducation civique, on avait un peu plus de respect avec les professeurs. Le rapport aux professeurs était différent. Alors là, on appelle ça la mais c'est très important ce qu'il vient de dire. C'est très important parce que avant, je me rappelle, mon père me disait, si il se faisait engueuler à l'école où il avait une mauvaise note, déjà il se prenait un coup de règle sur les mains, c'est vrai que ça fait très mal. Et quand il rentrait à la maison, il se reprenait une encore. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez, les parents à l'époque avaient un tel respect de l'institution et des professeurs qui a été complètement perdu. Aujourd'hui, un enfant qui va se plaindre auprès de ses parents d'un comportement ou peut-être une colère ou d'une dispute qu'il aurait eu avec un prof, les parents vont prendre tout de suite fait et cause pour l'enfant, sans avoir peut-être eu la version. Ouais. Et on a, c'est vrai, un changement de société aujourd'hui. Moi, je sais que c'est voulu. Moi, je sais que c'est voulu. De plus en plus présente. Moi, c'est voulu. Tout ça, c'est voulu. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Moi, je vous dis, tout ça, c'est voulu. On va vers une destruction totale de ce qu'était la République, la fraternité, comme l'a cité monsieur. Ça s'appelle Akli. Monsieur Akli. Et vous savez, pourquoi? Parce que là, il y a une chose qui arrive, et ça fait très peur. Il va te faire un sourire c'est la place. Si tu oublies son non, mais c'est la place, comme vous disiez tout à l'heure, maître.
de la sécurité ou de la liberté. De liberté ou sécurité. Et vous savez quoi? Il y a deux classes dirigeantes qui se partagent la société. Il y a ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Et on est dans une société, très hiérarchisée où de plus en plus, la pensée n'a plus sa place. Taisez-vous, exécutez ce qu'on vous demande. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Non, mais c'est ce qui se passe. Dès que tu veux faire des... Parce qu'il y a des profs qui veulent. Il y a des policiers qui veulent. Il y a des juges qui veulent. Il y a des procureurs qui veulent. Mais il faut quand même que tu saches on ne peut pas troquer la sécurité pour nos libertés pour la sécurité. C'est un faux débat parce qu'en fait, la sécurité... Non, je parle de faux débat pour eux, comment ils le mènent, parce que en fait, la sécurité, c'est la première de nos libertés. Donc c'est là où je dis, il y a un moment donné, après, et c'est justement en garantissant nos libertés qu'on garantit notre sécurité. C'est vrai qu'on a vu ces derniers temps quand même que nos libertés... Voilà, mais tu as remarqué, vous avez remarqué, maître, qu'ils essayent de noyer dans le discours. C'est-à-dire, et là où je partage ce que vous dites, parce que vous avez travaillé aussi comme surveillant tout ça, même la prison, c'est pas un lieu où on fouette les gens, c'est un lieu où on essaye, les gens sont punis, déjà ils sont enfermés, privés de liberté, c'est une grosse punition. La privation de liberté est la seule. Voilà. On n'enlève pas leurs droits. Voilà, c'est ça. Ils ont le droit de soigner, ils ont le droit de... Et donc on doit les respecter. Mais le but, c'est de les faire sortir, en tant que citoyens, responsables et contrés, et non pas d'en faire des fauves. Oui, mais le problème, c'est que la société s'en sauvage. Tout ça, c'est vous, mais c'est voulu. Je vous donne un exemple. Sauvagement. Oui, vous savez comment ça a été récupéré tout de suite par des journalistes d'extrême droite là. Où tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On attaque directement le symbole de l'éducation nationale par ses origines. Voilà. Parce que le jeune s'appelait pas Mohamed, donc on attaque le ministre. Si ça aurait été Mohamed ou Mamadou, on aurait attaqué le jeune. Ah bah voilà. Bon bah en tout cas, c'est pour ça que ça va vite passer aux oubliettes, malheureusement. Croyez-moi, ça gangrène tout. Vous verrez au ministère de la Justice. Moi, c'est pour ça que je l'ai quitté. Je suis parti. Vous vous appelez Mohamed, vous appelez Henri. Bah c'est ça. Vous appelez Pierre Palmade. Et vous appelez Mohamed et vous faites le même délit, croyez-moi, vous n'êtes pas puni. On est déjà sur notre débat. Tu spoilies notre deuxième. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vécu, moi, ça. Très bien. Quelqu'un a quelque chose à rajouter avant que nous passions aux apomates? Moi, je veux bien rajouter qu'on voit bien que, en fait, donc là, on parle de. Enfin, ça a été ce drame est l'occasion, en fait, de parler des problèmes, en vérité, de l'éducation nationale. Parce que certains essaient toujours de rapprocher ça, oui, les gens immigrés, les cités, ils ont du mal, machin. Mais là, on voit bien que c'est un jeune homme de 16 ans qui était dans une école privée, catholique, qui vient sans doute d'une bonne famille et que... Visiblement, c'est ce qui... Voilà, visiblement, c'est ce qui ressort des éléments qu'on a pour le moment. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils peuvent dire de manière générale. Mais n'empêche que on profite de ce fait pour venir à chaque fois, en fait, ressortir les mêmes dossiers et aussi parler des problèmes de l'éducation nationale. Mais je pense que le problème de fond, il y a un problème de l'éducation nationale, mais si on se rapporte uniquement à l'affaire, je pense que c'est un cas isolé de quelqu'un qui était... mais l'encadrement des jeunes, c'est important quand même. Christophe, juste l'éducation nationale, c'est un élément de la société. Globalement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans la société, il y a quand même une vraie difficulté. On le voit déjà, le système de santé, pour les soins, on a déjà du mal à y aller. Alors pour aller rencontrer, avoir des psys, des psychologues, etc., il y a de moins en moins, et donc il y a de moins en moins de suivi dans nos institutions. On ferme les lits d'hôpital, on ouvre des prisons. Voilà. Et donc à un moment donné, si on n'a pas un suivi, c'est ça, moi je me dis, on a besoin, et on le voit, nous on est obligé dans ma ville, on est obligé de refuser des enfants qui sont en situation de handicap, parce qu'on n'a pas les gens pour les accompagner, parce que les crédits, et aujourd'hui, quand on fait de choses, de l'éducation, un système mercantile, c'est-à-dire que quand on voit que la finance, quand on regarde pas la société, on voit que la finance, et ben effectivement, on se pose la question de la rentabilité, donc on ferme des lits, on ferme des écoles, de l'utilité. Alors qu'en fait, on ne se rend pas compte que tout ça, on le paye à un moment donné. C'est des outils de notre cohésion sociale, c'est des outils du système de solidarité à la française. Donc vers quel système on veut aller? Vous savez quoi, je vais juste rajouter une phrase. Lorsque j'ai étudié à l'École nationale d'administration pénitentiaire, en fait, c'est la même chose que l'ENAP. C'est l'ENA, mais c'est l'ENAP. En fait, c'est une succursale de l'ENA. Et j'avais des hauts fonctionnaires en face de moi qui étaient dans le droit pénal, qui me formaient. Et un jour, je leur pose une question, parce que c'est ce que j'avais déduit d'une thèse qu'on avait étudiée sur une ancienne élève. Et ce que j'avais analysé, c'était que pour l'État, en fait, une idée ne peut être bonne que si elle est rentable. Et ça, croyez-moi, ça, j'ai déjà entendu cette phrase. Elle est terrible. Oui. Elle est terrible. Bon, France Maghreb 2, France Maghreb 2.